Bonjour à vous, pèlerins du web. Nous partons du principe que vous possédez les notions développées dans les vidéos précédentes. À cet effet, nous faisons encore et pour la dernière fois un petit résumé en début de cette vidéo pour vous permettre de mieux appréhender le sujet du jour. Mais ce résumé a vocation à disparaître puisqu'il a été mis en forme dans la vidéo du synopsis musical à l'adresse qui apparaît maintenant dans la description et à laquelle vous pouvez vous référer. Cette vidéo musicale a également été placée en tête de la playlist. Vous pouvez sauter le résumé ci-après en avançant la ligne de temps, le timeline, à l'endroit voulu. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité de l'évolution des premières cultures non paléolithiques d'Europe centrale et du Proche-Orient. Nous avons vu successivement l'apparition du Mésolithique, c'est-à-dire la sédentarisation avec les Natoufiens au Levant, la culture de Séroglazov, première culture mésolithique au-delà du Caucase, le prestigieux site de Göbekli Tepe entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, qui voit les premières érections de mégalithes, l'apparition du Néolithique, c'est-à-dire de l'agriculture entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, la remarquable ville de Çatalhöyük, qui sera à l'origine des migrations syro-anatoliennes, la culture de Mehrgarh I, qui fait passer l'Inde dans le Néolithique avec l'introduction de l'agriculture, visiblement apportée de Mésopotamie, la culture dite de Hassuna, en Mésopotamie, au sens propre première culture mondiale néolithique identifiable, l'émergence de la culture d'Obey en Mésopotamie méridionale, période dite Obey 0, la culture de Starcevo, première culture néolithique européenne, seulement 100 ans après l'Hassuna mésopotamienne, la culture du Bug-Nyerst dans le bassin pontique, deuxième culture néolithique européenne, la culture thrace de Karanovo et sa célèbre nécropole de Varna sur le littoral pontique, c'est dans cette nécropole que l'on trouve les plus anciens, moins 4200 objets d'or inhumés, la culture de Samarra, troisième culture néolithique de Mésopotamie identifiable, la culture de Halaf, également en Mésopotamie, la culture de Shulaveri-Shomu, première culture transcaucasienne. Récemment, on a découvert une colonie fortifiée sur la rivière Amnia, région la plus septentrionale de l'Eurasie, qui est une région non stépique mais pourvue de taïga. Eni Piezonka et Tanja Schreiber, archéologues de l'Université libre de Berlin, la qualifient de plus ancienne colonie fortifiée du monde. Ils la situent vers moins 6000. Elle est habitée par des chasseurs-cueilleurs pêcheurs paléolithiques. La région, étant riche en ressources aquatiques et traversée par des troupeaux de mammifères migrateurs, les occupants pêchent dans la rivière Amnia et chassent l'élan et le renne avec des outils en os, en pierre et des lances. Pour conserver leurs réserves d'huile de poisson et de viande, ils fabriquent des céramiques richement décorées. Ainsi, les établissements permanents dotés de fortifications ne sont pas l'apanage des sociétés agricoles. Cela réfute l'image d'Épinal de la société chasseuse-cueilleuse pacifique. Nous avons vu la culture de Mehrgarh II, qui voit l'introduction de la céramique en Inde, elle aussi comme l'agriculture visiblement importée de Mésopotamie, la formidable culture de Vinça dans les Balkans, suspectée pour être la première culture chalcolithique au monde et possédant une proto-écriture, l'énigmatique culture rubanée qui suit celle de Starcevo et qui s'étend sur une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest, les disparates cultures du complexe imprimo-cardial méridional, l'incroyable culture de Cucuteni qui fait passer l'Europe dans sa deuxième phase néolithique avec l'apparition des premières proto-villes européennes, tandis que la première ville au monde, Eridu, est fondée en pays de Sumer, et que l'on constate l'individualisation de la culture sumérienne avec le passage à Obey I, la culture de Hamangia qui se développe en Europe centrale,
en même temps que la culture de Samara, au septentrion de la steppe et aux portes de l'Asie centrale, considérée comme la première culture pré-chevaline, la culture de Xialenx, d'origine ciscaucasienne, considérée comme la première culture proto-indo-européenne, cette culture introduit et exploite le cuivre en Ciscaucasie, la culture de Repin, deuxième culture proto-indo-européenne, elle aussi d'origine ciscaucasienne, la culture Dieppe-Donetsk, d'origine exclusivement européenne et dont la caractéristique est qu'elle maintient l'héritage mésolithique des chasseurs-cueilleurs européens, Solnitsata, le groupe Novodanilovka, qui résulte d'une fusion de Dieppe-Donetsk avec Srednistok, dont la conséquence est qu'elle représentera l'archétype des premiers indo-européens, et la culture de Srednistok, qui marque le passage du néolithique au chalcolithique dans la steppe pontique. Il nous vient à situer la culture danubienne de Boyan. La culture de Boyan est une culture extraordinaire qui est à l'origine de la maturation cucuténie, ainsi que le chaînon local pour le passage au chalcolithique, vraisemblablement inspiré par la culture de Vinça. À ses débuts, Boyan est aussi contemporaine de l'apogée de Solnitsata que nous évoquons régulièrement. Elle est d'ailleurs le témoin de sa destruction cataclysmique vers -4200. Solnitsata, qui en bulgare veut dire les salines, était une ville préhistorique située dans l'actuelle Bulgarie, près de l'actuelle ville de Provadia, à l'ouest de la nécropole de Varna. Considérée par les archéologues comme la plus ancienne ville d'Europe, Solnitsata était une colonie fortifiée en pierre. Elle contenait une citadelle, un centre-ville et une périphérie où l'on y trouvait un site de production de poterie ainsi qu'une installation pour la production de sel. Solnitsata a prospéré entre -4700 et -4200. La colonie a été fortifiée pour protéger le sel, une denrée cruciale dans l'Antiquité pour conserver les viandes. Le sel produit à Solnitsata fut distribué dans tous les Balkans. Une grande collection d'objets en or à proximité a amené les archéologues à considérer que ce commerce du sel avait généré une grande richesse pour les habitants de la ville, dont la nécropole de Varna emporte le témoignage éloquent. Bien que sa population ait été estimée à seulement 350 habitants, l'archéologie considère qu'elle répond aux critères établis en tant que ville préhistorique. On pense que la ville a été détruite par un tremblement de terre. La culture de Boyan se développe entre -4300 et -3500 dans le sud-est de l'Europe, en basse vallée du Danube, à cheval entre la Roumanie et la Bulgarie. Non steppique, non chevaline, encore moins kourgane, elle est partie intégrante des migrations syro-anatoliennes et appartient à son courant danubien. Sur le plan archéologique, c'est une culture purement néolithique, sans mélange paléolithique, c'est-à-dire que dès ses origines, elle est agricultrice et sédentaire. La culture boyane émerge dans la plaine valaque qui s'étend au versant nord du Danube, dans le sud-est de la Roumanie, jusqu'au contrefort des Carpates méridionaux. À son apogée, au tournant du 4e millénaire, -4000, la culture arrive jusqu'à la mer Égée en Grèce. Le site type de la culture boyane est situé sur une île du lac Boyan, dans la plaine valaque au sud-est de Bucarest. La culture boyane est issue de deux groupes néolithiques antérieurs, un provenant d'Anatolie et l'autre occupant déjà la région nord des Basses Carpates et formant un groupe local appelé Dudesti. La culture boyane se termine par une transition en douceur vers la culture gumelnita en entrant dans la zone d'influence de la culture thrace Karanovo. Cette culture de gumelnita évoluera elle-même en culture cernavoda que nous évoquerons dans la prochaine vidéo
Cependant, un segment de la société boïane s'est aventuré au nord-est le long de la côte de la mer Noire, rencontrant la culture amandia tardive avec laquelle il a finalement fusionné pour faire passer la culture Cucuteni dans sa période 2, celle des protovilles. Gumelnita est remarquable par la richesse de ses représentations anthropomorphes et zoomorphes. Certains considèrent les réalisations de ces artisans préhistoriques comme de véritables chefs-d'œuvre. La représentation de l'art Gumelnita diffère des autres cultures par les éléments suivants: la morphologie des statuettes caractérisée par l'expressivité, le geste et l'attitude, la technique de modélisation, les positions des bras sur le ventre dans la position du penseur, les représentations sexuelles, les motifs de décoration. L'ornement en coquillage est relativement courant, et une partie de ces coquillages proviennent des régions de la mer Égée, par exemple les spondylus. L'archéologie a retrouvé des milliers d'artefacts de l'Europe néolithique constitués de figurines féminines. En conséquence, une théorie de déesse-mère a été proposée par Maria Gimbutas. Cette interprétation reste encore un sujet de grande controverse en archéologie, en raison des nombreuses inférences de Gimbutas sur les symboles de ces artefacts. Citons la façon dont elle en parle. La prédominance d'un personnage féminin est évidente, puisqu'il représente 34% de toutes les représentations anthropomorphes. Celui-ci pourrait représenter une divinité, terme ayant une signification générale de culte, sans pouvoir préciser au stade actuel des recherches quelles sont la nature et le statut de cette divinité. Les représentations masculines sont très peu nombreuses, environ 1%, tandis qu'environ 10% sont des représentations asexuées, donc sans aucun signe, ni sein, ni triangle sexuel, qui pourrait indiquer le sexe de la statuette. Plus loin, nous ne disposons pas de suffisamment de données sur l'organisation interne de la communauté, mais à côté des habitations elles-mêmes, disposées ou non dans un certain ordre, nous rencontrons des habitations ateliers de transformation de matériaux lithiques, d'os et de cornes, d'ornements et de statuettes. Le moment Gumelnita correspond au Moyen Âge du cuivre. À ce moment, l'écriture danubienne apparaît dans 3 horizons. Le complexe culturel Gumelnita Kozadermen Karanovo, principalement en Bulgarie, mais aussi en Roumanie, pour 68% des spécimens, le complexe culturel Cucuteni en Ukraine, pour 25% des spécimens, le complexe culturel Tizapolgar Petresti en Transylvanie et en Serbie, pour 7% des spécimens. Contrairement aux cultures ultérieures qui ont suivi, comme Gumelnita, il n'y a pas beaucoup d'artefacts trouvés dans les sites de la culture boïenne sous forme de sculptures ou de figurines. Cependant, la plus ancienne figurine en os de Roumanie a été trouvée sur un site datant du Boïan précoce, moins 4300. Les sites archéologiques boïens ont tendance à être trouvés à côté de rivières et de lacs dotés de riches plaines inondables qui peuvent fournir un sol fertile pour l'agriculture. Selon le type des habitations, la période boïane est divisée en 4 phases. La phase 1, ou phase Bolintino, berceau de la culture, au sud-est de l'actuel Bucarest, qui s'étend de moins 4300 à moins 4200. La phase 2, ou phase Giulesti, dans la banlieue nord-ouest de Bucarest, qui s'étend de moins 4200 à moins 4100. Au cours de ces 2 premières phases, les habitations étaient semi-enterrées. Elles formaient des abris en appentis. Un appentis désigne un bâtiment adossé à un plus grand avec un toit d'un seul versant. L'abri pouvait aussi être une juxtaposition de pirogues de forme ovale construites dans les berges et les corniches des rivières. La phase 3, ou phase Vidra, au sud-ouest de l'actuel Bucarest, qui s'étend de moins 4100 à moins 4000, et la phase 4, ou phase Gumelnita, sur le Danube, entre Bucarest et Varna, qui s'étend de moins 4000 à moins 3500. Au cours de ces 2 dernières phases, 3 et 4 de Boïane, les habitations deviennent plus sophistiquées, ce qui a donné lieu à des structures plus petites avec des planchers surélevés en bois,
des murs intérieurs peints présentant des motifs géographiques rouges et blancs, et des meubles en argile peints, ainsi que des fours intérieurs en argile. On trouve également un troisième type de maison en torchis, plus grande, rectangulaire, jusqu'à 7 mètres sur 3 mètres et demi, avec des planchers en bois recouverts d'argile et des toits en chaume grossier, le tout construit au niveau du sol. Les premiers signes d'urbanisation ont commencé à apparaître pendant ces 2 dernières phases, avec constitution de colonies. Ces colonies étaient fondées sur des terrasses ou sur des promontoires élevés et escarpés au-dessus de la plaine inondable, à proximité des rivières ou des lacs. Parfois, ces colonies montraient les signes d'une possible fortification sous la forme de fossés défensifs profonds et larges. Il a pu exister une hiérarchie intercolonie ou, au sein d'une même colonie, au vu de la taille et de l'emplacement de certains bâtiments résidentiels, construits en rangées nucléées autour d'un espace central qui a pu servir de forum ou de marché. Au cours de la phase 4, les maisons de surface sont devenues dominantes par rapport aux maisons souterraines, et les colonies se sont agrandies pour inclure jusqu'à 150 personnes. L'économie était caractérisée par la pratique de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Les forêts de feuillus et la végétation des steppes fournissaient une bonne réserve de gibier sauvage pour la subsistance, la fourrure, du combustible pour les feux, des outils avec les os et la fabrication des maisons. De plus, la proximité des rivières, des lacs et des marais constituait une bonne source de gibier à plumes et de poissons, ainsi qu'une source généreuse de matériaux lithiques, pierres et argile. Des preuves archéologiques indiquent que la culture boyane intégrait les animaux suivants: le roc, les bovins, le loup gris, le chien domestique, la chèvre, le chevreuil, le castor, le cerf élaphe, le cheval sauvage, le mouton domestique, le porc domestique, le sanglier et le renard roux. La poterie boyane était polie après cuisson et décorée de motifs géométriques sculptés ou en relief, souvent avec de l'argile blanche utilisée comme relief incrusté pour compenser l'argile gris, anthracite ou noire utilisée dans le reste du travail. En plus des poteries noires, grises et blanches, quelques exemples localisés de décoration en argile incrustée de rouge ont été trouvés. À partir de la phase 3, Boyane a commencé à utiliser de la peinture au graphite pour décorer les poteries, une méthode probablement empruntée à la culture Vinça des Balkans du Sud. La culture boyane a contribué à améliorer sa technologie céramique jusqu'à ce qu'elle atteigne son apogée pendant la phase 3, après quoi la qualité et la fabrication ont commencé à décliner. L'utilisation de la technique lithique s'est manifestée tout au long de l'existence de Boyane, attestée par la présence de débitages retrouvés à côté de divers types d'outils en silex façonnés et en pierre polie. Vers la fin de son existence, des artefacts en cuivre ont commencé à être découverts, fabriqués à partir du cuivre de haute qualité trouvé dans les montagnes des Balkans de Bulgarie. Ceci est une preuve que la culture boyane a acquis la technologie de la métallurgie du cuivre, vraisemblablement par l'intermédiaire de Vinça. Et cela lui permet de transiter vers la culture gumelnita. En conséquence, on estime que Boyane gumelnita est le chaînon local pour le passage au chalcolithique et qu'elle apporte cette métallurgie à Cucuteni vers -3500, permettant à cette dernière de passer dans sa phase proto-urbaine.